Récemment, on a publié une vidéo sur YouTube où on parlait un petit peu de ce qui s'était passé ces derniers temps, notamment avec la SEC, la poursuite en justice de certains projets crypto qui étaient classés en tant que securities potentielles, certaines plateformes d'échange comme Coinbase et Binance qui se sont fait poursuivre également aussi en justice pour des contraintes réglementaires, notamment par la SEC, et l'arrivée en même temps des grosses institutions comme BlackRock, Valkyrie, Citadel, Fidelity, qui optaient pour notamment la mise en place et l'enregistrement de Bitcoin spot ETF. Et il y avait aussi, je crois, c'était le lancement d'une plateforme d'échange qui s'appelle EMX, là, qui était backée par des gros comme Fidelity, Citadel et Schwab, etc. Donc, en fait, tout ça, ce qu'on expliquait sur cette vidéo, je vous invite à aller la voir. Si j'y pense, je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo. Mais l'idée de cette vidéo, c'est d'aller encore un petit peu plus loin parce que depuis le temps, nous, qu'on est dans la crypto, il y a quand même deux catégories qu'on retrouve principalement. Il y en a trois, mais la troisième, je ne vais pas forcément en parler. Il y a la première catégorie des gens, un peu des philosophes, des gens qui sont même ultra cypherpunk, en tout cas, qui sont attachés à l'idée de base de la crypto, qui est celle de dire la crypto, c'est le self-custody, c'est l'élimination des intermédiaires, et donc on doit remplacer les banques, on doit les éliminer, et l'objectif, c'est pour cette souveraineté monétaire, on doit éliminer tous ces intermédiaires-là de manière générale, purement et simplement. Et de l'autre côté, il y a la deuxième catégorie de personnes, les investisseurs, un peu les gens pragmatiques. Je les classerais plutôt comme ça. Et moi, comme Théo, je pense qu'on se situe beaucoup plus dans cette seconde catégorie, même si on comprend aussi la vision de base qui était au départ véhiculée par Satoshi Nakamoto. Euh, c'est de dire que, en effet, de toute façon, les banques, pour moi, seront là pour rester. Il y a des dinosaures aujourd'hui qui considèrent encore que la crypto, du moment où on investit un petit peu notre argent en crypto-monnaie, on est tout de suite blacklisté, ou on peut se faire fermer notre compte en banque, ou pour X ou Y raison, aujourd'hui, certaines banques ne s'adaptent pas en fait à ce qui se passe à l'heure actuelle. Et je pense que ces banques-là seront amenées à disparaître dans les prochaines années. Mais par contre, je partage absolument pas la vision de dire que les banques seront remplacées de toute façon par la suite, que les cryptos vont prendre en gros le dessus, qu'elles vont éliminer toutes les banques, etc., etc. Je pense qu'aujourd'hui, si vous regardez un petit peu l'écosystème d'un œil pragmatique et véritablement avec ce qui se passe, vous vous rendez compte que si aujourd'hui vous voulez faire un pont entre vos fiat, crypto fiat, vous êtes à 99% du temps obligé de passer par une entreprise centralisée, que ce soit Binance, Kraken, etc. Dans les prochaines années, ça sera le cas. Et pour beaucoup de gens, même ceux qui ne sont pas ultra cypherpunk et qui ne sont pas là depuis le départ, il y a des débutants, je trouve, qui disent la crypto, c'est là pour remplacer les banques. Mais en même temps, quand elles auront, si un jour elles y arrivent, elles parviennent à gagner de l'argent, elles souhaiteront vendre leur crypto-monnaie de toute façon comme tout le monde, récupérer des euros pour aller acheter, j'en sais rien, tu vois, un voyage, pour acheter une voiture, pour acheter peut-être de l'immobilier, des actions, peu importe ce qu'ils souhaitent faire, mais ils souhaiteront de toute façon récupérer des euros. Et ça, concrètement, comment tu le fais? Et voilà, moi, c'était un peu l'idée de cette vidéo, d'échanger avec toi, Théo, sur ce sujet-là. Est-ce que toi, tu fais partie du coup plutôt de la seconde catégorie, pas de la première? La troisième, c'était les traders, mais encore une fois, ça, j'en parle pas parce que eux, c'est vraiment de la spéculation pure et dure, hein. Même si les investisseurs font aussi un peu de spéculation, mais voilà, là, je parle vraiment entre ceux qui ont l'idée de base de dire la crypto, c'est fait pour éliminer les intermédiaires et du coup, il n'y a pas de banque et on va tout remplacer. Ou est-ce que toi, tu penses que dans les prochaines années, d'ailleurs, c'est ce qu'on voit un peu aujourd'hui, est-ce que tu penses que les banques sont là pour rester? Est-ce qu'elles seront amenées à s'adapter? Et comment tu entrevois un petit peu les choses dans les prochaines années, toi? Oui, alors ça va être une réponse au final de mon point de vue à l'instant T sur un sujet très complexe. Voilà, c'est déjà un peu Hmm. comme prémisse un petit peu la discussion parce que ça va être forcément j'ai pas la science infuse donc ce sera mon opinion au moment T. Donc c'est vrai que moi pour l'instant c'est vrai qu'il faut toujours voir ce côté entre les idées originelles, ce que ça aurait pu devenir, ce que ça pourrait devenir et la réalité. Et la réalité c'est que pour l'instant remplacer toutes les banques par de la crypto ou même ne serait-ce qu'avoir une adoption massive de la crypto-monnaie en parallèle ou en dehors du système bancaire traditionnel, pour l'instant c'est une utopie. Faut pas se le cacher, on n'en est pas du tout là. Ça reste encore très compliqué pour beaucoup de personnes d'investir, ne serait-ce que dans la crypto, de comprendre le pourquoi, de comprendre les cas d'usage et ne serait-ce que
d'acheter ses premières crypto-monnaies. On a encore la plupart des gens ne l'ont pas fait pour plein de raisons, mais bon, il y a notamment la raison technique, technologique, parce que c'est quelque chose de nouveau encore pour beaucoup de personnes. Et comme tu l'as dit, la problématique, ça reste toujours le on-ramp, donc c'est-à-dire passer de fiat à crypto, mais aussi le off-ramp, parce qu'à un moment, comme tu l'as aussi dit, il va bien falloir sortir ces cryptos, que ce soit même du stablecoin, pour en fiat, pour acheter des choses dans la vie réelle, parce que là encore, il y a très peu de commerces qui acceptent les cryptos directement, et très souvent, même en payant avec une carte crypto, il y a un intermédiaire centralisé qui fait la conversion, qui fait la vente directe de crypto pour pouvoir payer le commerçant ou le fournisseur de services en fiat. Donc dans tous les cas, c'est des choses qui passent encore par des intermédiaires centralisés. Et même, alors je sais plus si c'est exactement, tu me corrigeras peut-être, mais il me semble qu'il y a de moins en moins de prestataires au final qui acceptent directement les cryptos, comme ça aurait pu être le cas par le passé. Donc il y a eu une petite vague de personnes qui commençaient à accepter Bitcoin, les cryptos. Et puis au final, on voit un petit peu un rétropédalage où il y a de moins en moins de boutiques ou de commerçants ou de prestataires de services qui acceptent les paiements directement en crypto. Donc surtout en bear, où ça s'est accéléré. Voilà, donc après, il y a le côté distributeur Bitcoin. Donc, à mon avis, il va falloir faire des compromis. C'est-à-dire que pour répondre à ta question, non, je pense que pour l'instant, les banques traditionnelles et les fournisseurs de services de ce type-là ne sont pas du tout, vont pas du tout être mis de côté directement par les crypto-monnaies. Et je pense, par contre, qu'ils vont devoir s'adapter. Et je pense que déjà, ils y travaillent déjà. Bon, c'est un peu frileux, j'ai envie de dire, leur approche. Ils font des petites expérimentations. Il y a plusieurs grosses boîtes qui font des expérimentations sur la blockchain. Il y a des expérimentations au niveau mondial sur les monnaies centrales, les CBDC, les monnaies numériques de banque centrale, parce qu'ils voient bien qu'il y a quelque chose à faire. Et il y a aussi tout le thème de monopole monétaire, qui contrôle la monnaie, qui a le contrôle là-dessus. Donc, c'est des thèmes qui, bien évidemment, les préoccupent. Mais pour moi, ça sera des acteurs qui en feront pour le meilleur ou pour le pire, qui feront partie de l'écosystème. Sous quelle forme, ça encore, on l'a évoqué dans d'autres vidéos, on ne sait pas vraiment à quoi ça ressemblera, parce qu'il y a plein de choses qui sont en train de se mettre en place qui jusqu'à présent n'existaient pas. C'est-à-dire, comme on l'a parlé dans une vidéo, les gros acteurs traditionnels qui vont rentrer massivement et de plus en plus. C'est peut-être que le début, ce qu'on a vu. On a vu des grosses boîtes axées sur la technologie lors du dernier cycle qui sont rentrées massivement. Mais là, on parle potentiellement de BlackRock, on parle des institutions financières traditionnelles les plus puissantes du monde, les fonds de pension, les fonds souverains, donc des personnes qui, pour l'instant, ne sont pas ouvertement rentrées massivement sur ce type d'actifs, mais on ne sait pas ce qu'ils peuvent avoir de manière un peu, pas forcément au grand jour, dans tous les cas, comme investissement, mais ils feront partie, à mon avis, de l'écosystème. Et ça va impliquer de faire des compromis sur l'aspect décentralisation, sur l'aspect vie privée et sur l'aspect aussi performance du prix. Parce qu'en général, quand ces mecs-là arrivent quelque part, tu as la profitisation qui arrive. Tu as aussi une différence de moyens colossale qui va se mettre en place par rapport à eux et leurs clients. Donc, c'est-à-dire des mecs qui ont une grosse puissance, qui sont formés, qui sont rompus avec des équipes, tout ça, le matériel, ils ont tout ce qu'il faut. Et des particuliers comme nous, ça peut être le cas, où au final, on est en termes de moyens, on va être beaucoup plus limité. Ce qui se passe déjà un petit peu sur le trading, au final, peut-être qu'avant le cycle, quand il n'y avait pas trop d'institutionnels, c'était peut-être plus facile, parce qu'au final, tu étais en compétition avec des mecs un peu comme toi, quoi, qui en savaient peut-être un peu plus, un peu moins, mais c'était peut-être une bonne proportion de particuliers et quelques professionnels. Mais là, maintenant que tu as des gros professionnels qui arrivent avec des bots, une stratégie dédiée, avec les serveurs, on en a parlé aussi sur d'autres vidéos, c'est pour ça que je ne vais pas m'attarder, mais bon, avec des moyens énormes, forcément, en tant que particulier, tu te retrouves à un désavantage hyper gros par rapport à ces mecs-là, tu vois. Et du coup, s'ils rentrent dans le domaine de la crypto massivement et de manière beaucoup plus forte que ce qui s'est fait jusqu'à présent, je pense que ça aura un effet aussi sur le prix dans ce sens-là, où les marchés financiers, c'est plus ou moins, voilà, c'est capé, les possibilités que tu as de faire de l'argent, les pourcentages de hausse des actifs, voilà, tu te bouges quand même dans un certain cadre qui est assez limitant, et surtout en tant que particulier, tu as tous les deals privés auxquels tu n'as pas accès, tu as plein de trucs, de statuts où c'est seulement les investisseurs aguerris ou certains statuts où tu dois avoir démontré
que tu as déjà une certaine somme personnellement. Après, je ne sais plus exactement comment ça s'appelle, mais il y a plein de deals les plus intéressants dans le secteur traditionnel qui ne sont même pas ouverts aux particuliers. En gros, c'est juste les pros qui jouent entre eux à des niveaux super élevés, stratosphériques. Et toi, tu peux y participer, mais bon, on te laisse jouer un petit peu. On te donne des pourcentages, petits pourcentages de ce qui pourrait être fait autrement, mais tu n'as pas accès à tout le terrain de jeu, en gros. Et je pense que c'est quelque chose qui a toujours existé dans le domaine traditionnel et qui va se transposer petit à petit à l'écosystème crypto. Il y aura toujours des opportunités, mais je pense que ça va amener un peu tout le côté traditionnel vers la crypto-monnaie. Après, il y aura sûrement plus d'adoption, plus de cadres réglementaires, ça donnera plus confiance aux gens, mais avec ces compromis-là aussi. Donc, je ne sais pas si j'étais assez clair ou… Si, moi je comprends ton truc, mais après, tu vois, je me dis aussi que pour ceux qui ont la vision, et je pense que nous aussi on l'a, tu vois, cette vision souveraineté monétaire, reprise en main de son argent, protection de ses actifs numériques et tout, si demain tu as des infrastructures qui te disent vous inquiétez pas, nous on peut gérer vos crypto-monnaies correctement, vous nous les déposez, on va les gérer comme vous voulez, ou même tu vois le discours qu'on avait eu quand il y avait eu toute la débâcle avec Ledger Recovery, pour des gens comme nous, même si on est moins axé sur l'aspect philosophique, on a plus la casquette, tu vois, investisseur, je pense qu'on la comprend aussi très bien, et je pense qu'il y aura aussi la possibilité de ça, c'est-à-dire que c'est pas parce que demain tu auras les banques, les institutions, tous ces trucs-là, que cette vision est totalement perdue, c'est-à-dire que elles seront présentes, mais pour quelqu'un qui a les compétences, l'envie et qui souhaite garder, détenir son argent, il aura la capacité de le faire, tu vois. Tu n'auras personne qui t'obligera, ou en tout cas, on verra quand. J'aime pas parler à l'impératif en disant c'est sûr, tu vois, mais je suis pas convaincu que d'une manière ou d'une autre, on va nous obliger à déposer obligatoirement nos crypto-monnaies sur une plateforme d'échange centralisée. Et quand bien même ça arriverait, suffit que tu sois un peu mobile et libre géographiquement, comme c'est le cas aujourd'hui pour nous. Si demain, tu as un pays qui dit ça, bon, bah, il y a un arbitrage qui se fait au niveau mondial. Il y a des pays qui diront, bah non, nous, on ne fera pas ça. Bon, bah, les capitaux, ils vont aller à l'étranger, ils vont aller dans le pays où ça ne va pas déconner, tu vois. Et du coup, moi, c'est ce que je me dis. Je me dis, en fait, il y aura de la place un peu pour tout le monde, mais il y a un peu le faux discours, c'est-à-dire des gens qui vont te dire on veut pas les banques, on veut que la crypto prenne le monde et tout, mais en même temps, on veut pas faciliter l'onboarding et en plus de ça, l'argent, il vient d'où? C'est-à-dire que si tu veux pumper le prix, si tu veux que ton écosystème se développe, l'argent, il faut bien qu'il vienne de quelque part, tu vois. Et cet argent, aujourd'hui, il n'est pas dans la crypto. La crypto, c'est rien, c'est une goutte dans l'océan financier. Le vrai argent, il est à côté. Il est dans les autres classes d'actifs, dans aujourd'hui ce que gère BlackRock, Fidelity, etc. etc. Tu as parlé des fonds souverains et tout. C'est là, en fait, où il y a l'argent. C'est pas dans la crypto, c'est rien. Et beaucoup de gens se disent, nous, on veut une adoption globale, on veut une adoption massive, mais on ne veut pas forcément faire en sorte de faciliter l'onboarding avec l'aspect technologique, etc., etc. Et surtout, on ne veut pas faciliter les échanges d'argent, enfin les transferts, tu vois, tu as dit le on-ramp et le off-ramp, c'est ça. C'est-à-dire que cet argent-là, il vient d'où? Si tu veux faire pumper ton prix, tes euros et tout, il vient d'où? C'est pas les 100 balles ou les 200 balles que tu vas mettre chaque mois en plus sur ton Bitcoin que ça va faire pumper le prix. Quand bien même tu arriverais à le faire un peu augmenter, de toute façon, aujourd'hui, l'écrasante majorité des gens, même ceux qui s'intéressent même de plus en plus à la crypto, ont des grosses difficultés à rentrer, déjà parce qu'il y a énormément d'arnaques. Ça n'a absolument pas bonne presse avec ce qu'on a eu là sur ces 2 dernières années de bear market. Et puis en plus de ça, le processus technologique et d'onboarding, il est extrêmement compliqué et fastidieux. Pour utiliser une ledger, bon, nous aujourd'hui, on sait clairement l'utiliser, mais vas-y, va expliquer ça à, je sais pas, ton grand-père, ta grand-mère et tout. Genre, c'est hyper dur. Moi, j'ai encore des personnes de ma famille, rien que le passage du franc à l'euro, déjà, ils ont encore du mal aujourd'hui. Et alors, expliquer, tu vois, comment envoyer un email et tout, c'est compliqué. Et quand on parle d'adoption de masse, d'adoption massive, on parle aussi de toutes ces personnes-là. Il faut rentrer tout le monde. Bien évidemment, quand ces personnes-là seront rentrées dans la crypto, les opportunités ne seront plus présentes. Mais tu vois, je trouve qu'il y a une dissonance un petit peu dans, des fois, ce que les gens espèrent et de ce qui est potentiellement accessible, de ce qui risque d'arriver et de ce que objectivement on peut s'attendre d'arriver aussi, tu vois. Comment tu peux espérer avoir une adoption massive si tu n'as pas de pont entre la finance traditionnelle et tout ce qui est à côté? Aucun fonds de gestion, aucun institutionnel, aucune entreprise, aucun pays qui peut faire quoi que ce soit, et c'est ouvert à une élite, à ceux qui sont ultra dans la technologie. En fait, vous restez qu'entre vous.
Tu vois, comme au départ avec Satoshi Nakamoto, quand il a envoyé son mail, il a envoyé à une liste de 15 personnes. Et c'est ça. Et après, pour revenir en lien avec ça et en lien avec ce qu'on a dit avant, bien sûr qu'il y a toujours l'idéologie crypto initiale avec des projets dans cette ligne-là qui existeront. Mais par contre, parce que moi, je vois toujours aussi effectivement avec la casquette d'investisseur, il y aura toujours les deux mondes qui existeront en parallèle. Après, je pense que le monde traditionnel prendra une plus grosse part, bien sûr, de place dans la crypto-monnaie, même s'il y aura toujours des projets très axés sur la décentralisation, l'anonymité, le respect de la vie privée, tout ça. Par contre, les mouvements de prix et les opportunités de faire de l'argent sur ces projets-là, ça va être compliqué parce qu'au final, il y aura très peu de monde qui vont s'y intéresser parce que déjà, bon, ça sera un peu mis au placard, ça sera un peu blacklisté. Bon, s'il y a des opportunités dans le monde traditionnel avec le cadre réglementaire, forcément, c'est des projets qui ne seront pas mis en avant de manière mainstream. Et aussi ce que ça demande pour s'y intéresser un peu, voilà, de télécharger un truc dédié, de s'intéresser, parce que si c'est une blockchain à part que tu connais pas, il faut apprendre comment ça marche, télécharger le truc, et pour l'avoir fait, c'est une purge le truc. Enfin, franchement, c'est très compliqué, il faut passer du temps, et puis il faut en avoir envie aussi, parce que c'est des fois des trucs. Alors les mecs qui font ça, encore une fois, ils sont à fond là-dedans, trucs initiaux, on va dire, on va faire des trucs super, l'aspect technique est peut-être très bien monté, c'est peut-être effectivement une très bonne solution pour respecter l'anonymité, la décentralisation, tout ça. Par contre, à utiliser, très clairement, on est même en s'intéressant, en ayant envie et en ayant, bon voilà, pas forcément un background très, très technique, mais en s'intéressant déjà à la crypto depuis 4-5 ans, mais des fois, c'est compliqué, quoi, parce que c'est limite, il ne faut pas que tu rentres du code toi-même, que tu te retrouves des trucs, que tu installes et tout. Donc, dans tous les cas, ça existera. Bien sûr que ça existera parce qu'il y aura toujours des gens qui seront là-dedans. Par contre, des opportunités d'investissement et du capital qui va rentrer sur ces projets, faut pas se leurrer non plus. C'est pas là où il y aura les plus gros mouvements de prix. Bon, il y aura toujours ça là, ça existera, mais c'est pas là où il y aura le plus gros de l'argent qui sera fait ou les opportunités là-dessus. Parce que regardez les privacy coins aujourd'hui, voilà, c'est pas un truc, un thème majeur. Tout le monde s'en fout et le price action, bon, ça pump aussi parce que quand ça pump, il y a tout qui pump, mais c'est clairement pas là où les opportunités en termes d'investissement sont les plus élevées, quoi. Ouais, il faut être réaliste aussi par rapport à ça, quoi. Ouais, et puis tu vois, ce que je voulais dire aussi, c'est qu'aujourd'hui, il y a la vision qu'on a, nous, de se dire, voilà, moi, je ne laisserai pas mes cryptos sur des plateformes d'échange, la manière dont je veux gérer et tout. Et il y a ce que monsieur et madame tout le monde veulent faire, tu vois, souhaitent faire. Et il y a beaucoup de gens, quand bien même ils auraient la capacité et les aptitudes pour apprendre toutes ces notions, il y a des gens qui ne voudront pas le faire. Tout comme aujourd'hui, il y a plein d'études qui montrent et qui démontrent que les investisseurs professionnels et les gestionnaires de fonds ne sont pas capables, pour 95% d'entre eux sur une période supérieure à 20 ans, de faire mieux que le marché en ayant des frais qui sont souvent exorbitants. On continue et on voit toujours énormément d'argent qui sont donnés à ces personnes-là parce qu'ils espèrent pouvoir surperformer le marché. Ça existera tout le temps parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas gérer leur argent, qui ne veulent pas avoir ce poids-là dans leur vie. Et je peux le comprendre aussi. Et je pense que dans la crypto, il y en aura. Il y aura beaucoup de gens, et on l'a vu avec Ledger Recovery, ce que ça a donné comme débâcle et tout. Et nous, on ne souscrira jamais à ce genre de truc pour les raisons qu'on avait déjà évoquées. Mais de toute façon, demain, tu as une boîte centralisée qui dit on va gérer vos crypto-monnaies. Vous avez en plus peut-être des assurances, des machins, avec ce qu'on peut dire sur les assurances. Hein. Aujourd'hui, dans la crypto, tu dis que tu es assuré, tu n'es pas assuré du tout. Et puis même aujourd'hui, sur ton compte en banque classique, tu dis que tu es assuré, mais en fait, tu es assuré que dalle. Peu importe, mais en tout cas, il y aura peut-être plus de garanties sur ce genre de service que ce qu'on a aujourd'hui dans la crypto, parce qu'il y a des gens aujourd'hui qui gèrent leur crypto eux-mêmes et qui perdent l'intégralité de ce qu'ils ont sans avoir aucun recours, sans rien du tout, parce qu'il y a des risques aussi aujourd'hui qui sont monstrueux. Et pas forcément pour des débutants. Hein. Il y a des mecs, nous, qu'on a accompagnés, qui étaient là depuis plus de 7 ans, 8 ans dans la crypto. Tu sais, un soir, tu es un peu fatigué, tu vas sur une plateforme d'échange un peu obscure, tu dis, tiens, je crois que je peux recevoir un airdrop dessus, tu valides une transaction, en fait, tu ne reçois pas un airdrop, on te siphonne ce que tu as sur ton truc. C'est une erreur de bête, simple, et qui n'est pas forcément ultra compliquée à éviter, mais tu sais, tu es un peu fatigué, tu veux faire un truc rapidement, tu n'as pas trop vérifié, tu n'as pas fait attention, tu as oublié de révoquer un contrat. Tu vois. C'est des trucs qui peuvent arriver et pas forcément à des débutants. Et donc, si ça arrive à des gens qui sont là depuis longtemps, à un moment donné, qu'est-ce qui va donner envie à ces personnes-là, aux nouveaux, de faire ça aussi? Il y a des gens, ils n'ont pas envie. Ils se disent, non, moi, je le laisse chez mon banquier, je le laisse
dans une boîte centralisée avec les contraintes que ça a, mais je m'en occupe pas. Et je pense que ça va driver une certaine partie de l'adoption et peut-être même une majorité de l'adoption. Parce que ceux qui sont là aujourd'hui, c'est des gens qui sont passés à travers toutes ces barrières auparavant. Tu vois, toutes les barrières, ah tiens, la crypto, c'est de la merde, faut pas s'y intéresser, c'est pour le blanchiment d'argent et tout. Donc, c'est des gens qui réfléchissent aussi quand même pas mal par eux-mêmes, qui sont passés à l'action, qui ont testé, qui sont là-dedans, en fait, déjà à la base. Mais les 90% restants des gens qui ne sont pas encore dans la crypto, même plus, tu vois, 94-95% des gens qui ne sont pas encore dans la crypto de manière générale, vraiment. Comment tu les amènes dedans? Bah, tu es obligé de passer par tous ces ponts, tu es obligé de simplifier le process, tu es obligé de faire tous ces trucs-là. Dans le lot, il y en aura peut-être certains qui voudront faire du self-custody, mais ça ne sera pas la majorité. Monsieur, madame, tout le monde, aujourd'hui, tu vois, là, on est sur une chaîne, on parle de crypto, d'investissement et tout. Et les gens, ils ont compris qu'il faut gérer leur propre argent, tu vois, et que tu as tout meilleur compte de gérer ton propre risque et de gérer ton argent correctement parce que tu es le seul à pouvoir prendre les meilleures décisions pour toi-même. Mais l'écrasante majorité des gens, aujourd'hui, ne font pas ça. N'investissent déjà, ça se trouve même pas, tu vois. Et donc, je pense qu'il y a vraiment un gros décalage par rapport à ce qui est attendu, ce qui risque d'arriver et ce qui est possible aussi de faire, quoi. Ouais, tout à fait. Après, j'ai vu une étude passer, je ne sais plus l'organisme qui a donné ça, mais dans tous les cas, en France, il y a 90% des gens qui ont entendu parler de la crypto-monnaie. Donc déjà, c'est un chiffre, on dit il n'y a pas grand monde qui connaît ou ça reste encore de niche, mais dans les faits, il y a quand même 90% des gens qui ont entendu parler. Par contre, des gens qui sont prêts à investir dans la crypto-monnaie, il me semble, alors, si je ne me trompe pas, c'est de l'ordre de 7%. Donc parmi les gens qui ont entendu parler de crypto-monnaie, il y a seulement 7% qui se disent prêts à investir de manière plutôt sûre dans les 6 prochains mois dans la crypto-monnaie. Donc c'est vraiment quelque chose que les gens n'ont pas envie de regarder. Et aussi, je voulais dire, au niveau du temps, si vraiment tu veux faire ça bien, ça demande du temps. Et je pense que c'est aussi ce qui manque à pas mal de gens, le temps, et peut-être l'envie de prendre ce temps aussi, parce que bon, ça c'est encore une autre discussion. Mais dans tous les cas, ça demande du temps de gestion, et c'est du temps que tu pourrais passer à faire autre chose. Et je pense qu'il y a là aussi qu'il y a un moment, il faut faire des choix. Tu vois, est-ce que tu as envie de sortir? Est-ce que tu as envie d'aller au sport? Est-ce que tu as envie de travailler plus? Est-ce que tu as envie de te détendre? Est-ce que tu as besoin de faire des choses aussi, de la gestion, que ce soit de ménage, que ce soit d'autres trucs à côté? Et au final, comme le ton temps est limité, ben voilà, des fois tu fais des choix. Et très clairement, la majorité des gens, ils n'ont pas envie de se faire chier, pour parler poliment, C'est clair. à apprendre à faire du self-custody, à passer par les protocoles décentralisés avec le plus de sécurité possible. Clairement, c'est pas du tout la priorité, c'est pas du tout le choix de la majorité des gens. Donc après, je te rejoins totalement sur le fait que si on veut une adoption de masse et que 90% des gens, parce qu'il y en aura toujours qui seront pas du tout intéressés par ça au même titre qu'Internet, mais si on veut que la majorité des gens soient capables de mettre un pied là-dedans, mais ça passera par tout ce qu'on a dit, quoi. Il va falloir simplifier, mais ça implique des compromis, notamment sur l'aspect décentralisation, notamment sur l'aspect vie privée et notamment sur l'aspect opportunité d'investissement. Parce que et puis même sur le juridique, le réglementaire, tu vois, tout ça va faire qu'on va avoir une réglementation qui sera beaucoup plus claire, beaucoup plus simple à suivre, ce qui donnera de la légitimité aussi à ce truc-là. Ce qui fait qu'aujourd'hui, beaucoup de gens ne veulent pas investir, c'est parce que déjà le cadre réglementaire, tu prends par exemple celui aux États-Unis, on en a parlé, c'est catastrophique, c'est hyper dur pour des entreprises pour pouvoir se placer correctement et tout. Et je pense qu'à partir du moment où tu as un cadre réglementaire qui est construit, où tu sais où tu vas, etc., ça apporte de la crédibilité, ça apporte de la légitimité à ça. Ça élimine, je pense, une partie des mauvais acteurs parce qu'il y en a encore beaucoup trop dans la crypto, malheureusement. Ça les éliminera pas, il y en aura tout le temps, mais je pense que ça pourra quand même leur faire mal si demain on a un cadre beaucoup plus précis. Et c'est comme ça qu'on va driver une adoption et qu'on donnera aux gens aussi l'envie d'utiliser tout ça. Et ça n'enlèvera pas la capacité à vous, moi, n'importe qui, de toujours avoir aussi ce côté self-custody. C'est pas parce que demain tu auras des banques, les institutions et tout, que tu vas être obligé tu n'auras plus le droit de garder ton Bitcoin en tant que self-custody sur ta ledger, tu vois, par exemple. Tu pourras toujours le faire. Et si tu as un pays qui te dit c'est interdit, bon, bah, tu bouges, tu vas dans un autre pays. Ça sera, pour moi, je vois pas comment dans le monde entier, genre tous les pays se mettent d'accord en se disant oh bah voilà, maintenant on va tous faire pareil, il a exactement la même chose sur les crypto-monnaies, aujourd'hui c'est interdit. Tu vois que sur des sujets importants comme le réchauffement climatique, la transition énergétique, c'est déjà la croix et la bannière pour arriver à trouver un terrain d'entente. T'imagines sur les sujets monétaires, ça sera juste encore pire, tu vois. Et donc voilà, moi c'est un peu la vision que j'ai. On va arrêter cette vidéo ici parce que sinon elle sera encore beaucoup trop longue.
Vous nous direz ce que vous en avez pensé dans la section commentaires, si pour vous, ça fait sens ce qu'on vous a expliqué là, ou s'il y a des choses, peut-être des points supplémentaires que vous aimeriez ajouter. Je vous mets plusieurs liens importants. Le lien vers la chaîne de Théo, n'hésitez pas à vous abonner dans la description de la vidéo. Le lien vers ma seconde chaîne, je parle d'entrepreneuriat, investissement, finances personnelles, tout ce qui touche de près ou de loin au concept d'indépendance et de liberté financière. Donc, n'hésitez pas à vous abonner. La chaîne, c'est Éternel Étudiant. Et tous ceux qui veulent profiter de ces périodes-là pour pouvoir se former, n'hésitez pas à cliquer pareil sur le lien que je vous aurais dit juste en dessous. Vous rentrez votre adresse mail et vous verrez, on vous enverra des accès pour vous connecter directement à un espace formation où vous avez plusieurs heures de contenu exclusivement sur la crypto. On vous souhaite une excellente fin de soirée et on vous retrouve dans une prochaine vidéo. À bientôt.